Salut à vous, je crois que vous êtes encore connecté. Je vais simplement essayer de vérifier. Voilà. Bon, je crois que vous avez tous... euh, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de changer... euh, je vais essayer de mettre... voilà. Je vais essayer de vous mettre une charte. Bon, voilà. Bon, tout à l'heure, on avait des difficultés. Bon, je crois que là, ça va fonctionner. Là, on vous présente une autre charte. Je tenais encore à remercier cette sœur qui a travaillé avec nous dans ce projet pour que nous puissions avoir plus d'informations sur tout ce que nous sommes en train de faire. Bon, euh, nous avons essayé de représenter les pays de l'Union européenne ici sur cette charte. Je vais essayer un peu d'essayer d'augmenter, de zoomer pour vous permettre vraiment de bien voir. Voilà. Donc là, c'est éventuellement les pays européens que nous avons présentés ici. Éventuellement, vous voyez ici la superficie en kilomètres carrés. Bon, vous avez l'Albanie, je vais descendre, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France. France, c'est ce petit coq qui nuit l'Afrique, qui nous nuit, nous les Blacks, qui nuit nos femmes, nos enfants, notre futur, notre avenir, qui pille nos ressources naturelles et qui nous détruit. Vous avez la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédonie du Nord, Moldavie, Monaco, voilà, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, c'est Turquie, Tchéquie, ok, Ukraine, et ainsi de suite. Bon, maintenant, là vous voyez la superficie, ça c'est la superficie en kilomètres carrés. Là vous avez les superficies en kilomètres carrés, comme vous le voyez, la superficie en kilomètres carrés. Tout à l'heure on vous a présenté la superficie de la France, comme vous voyez, de cette nation qui nous nuit énormément, ici là, ça c'est la superficie de la France. Ce pays-là qui nous nuit tous les Africains, nous l'avons présenté ici. C'est 543 940 km². Bon, on va donc ça c'est la superficie de tous ces pays-là. Mais là ici nous avons fait la somme, donc nous avons fait la somme de la superficie de tous ces pays européens, comme vous le voyez ici. Je vais simplement vous le montrer. Ça vous prend donc la somme à partir de l'Albanie ici, incluant l'Allemagne et tous les pays qui viennent en bas, jusqu'ici. Donc voilà. Donc cette somme-là, c'est, attends, 3, donc une affaire de 23 millions. On peut simplement dire 23 millions 660. 23 millions 66 266 km². Ça, c'est le total. Et nous avons donc représenté le pourcentage de la superficie de chaque pays européen dans une charte. Dans une charte. En anglais, on appelle ça le pie chart. Et donc vous prenez par exemple l'Ukraine, vous prenez les 600
les 60, par exemple, si vous prenez par exemple la Suisse, hein, c'est 41 290, donc vous prenez 41 290, vous divisez par le 23 millions 666 200 et vous multipliez par 100. Hein, donc vous prenez chaque valeur de chaque superficie de n'importe quel pays européen ici, comme d'ailleurs ce que nous avons fait en Afrique pour l'Afrique tout à l'heure. Vous prenez ça, vous divisez par le total, hein, et la valeur que vous allez avoir, vous multipliez donc cette valeur-là par 100 pour avoir le pourcentage. Et ça, Excel nous le donne directement. Et nous avons représenté ce que nous avons appelé le pie chart. Donc, le pie chart, on appelle ça hein, en anglais. Et le pie chart, c'est ce que nous avons ici. Hein, ce que nous avons ici. Et je vais donc... Je l'ai mis en gros ici pour que vous puissiez essayer de voir un peu la représentation de chacun de ces pays hein, sur le pie chart. Hein, vous le voyez. Mais après, je vais donc vous réduire le pie chart. Donc, je vais simplement pour que vous puissiez le voir en gros caractère. Par exemple, la superficie de la Serbie, dans la globalité de la superficie de l'Europe. Donc, si vous prenez la superficie de la Serbie, pays Serbie, vous divisez par la superficie totale de la superficie totale, c'est-à-dire que la somme des superficies de chaque pays, et la valeur que vous allez avoir, vous allez multiplier par 100. Vous allez par exemple avoir 0,0 et quelques. C'est 0,0 et quelques. Bon, on arrondit à deux chiffres, donc Excel te le donne à 0. On peut peut-être aller ajouter un peu les chiffres après la virgule pour que vous puissiez voir la valeur exacte, mais c'est vraiment nul, hein, c'est vraiment pas représentatif. C'est quasiment à 0. Hein, 0,000 et quelques, on l'a ramené à 0. La Slovénie, c'est la même chose, 0. Quasiment 0%, hein, si vous voyez par rapport à l'Europe. C'est 0,00 et quelques, hein, mais comme on a dit, on ramène à deux chiffres, trois chiffres, donc ça va faire une... C'est quasiment autour de 0. La Suède, c'est quasiment 2%. La Suisse, c'est 0%. Le Tchéquie, c'est 0%. Ukraine, c'est 3%. Albanie, c'est 0%. Tout à l'heure, on venait de le faire pour l'Afrique. Vous avez vu, je crois, avec tout à l'heure, comme on l'a fait. L'Allemagne, c'est 2%. Autriche, 0%. Belgique, 0%. Biélorussie, 1%. La Croatie, c'est 0%. C'est 0%. Hein, c'est ce qu'on... La Bulgarie, c'est 0% aussi. Hein. Je vais simplement essayer de bouger un peu ça ici, comme ça vous allez bien voir. Hein. Voilà. Donc, ça c'est la Croatie, c'est 0%. La Bulgarie, c'est 0%. Bosnie-Herzégovine, c'est 0%. Hein. Le Danemark, c'est 0% aussi. Hein. C'est 0,0 et quelques, comme on vous a dit. Hein. L'Espagne, c'est 2%. Estonie, 0%. France, 2%. Hein, la superficie de la France représente seulement 2% par rapport à la superficie de l'Europe. La Grèce, 1%. Tout à l'heure, on a dit que la France représentait 4% par rapport à la superficie de tous les pays francophones d'Afrique. 4%. Hein, 4% par rapport aux pays francophones. Mais là, en Europe, la France représente 2% de la superficie européenne. La Grèce, 1%. La Hongrie, vous voyez, c'est 0%. La Finlande, 1%. L'Irlande, 0%. Islande, 0%. Italie, 1%. Kosovo, 0%. Lettonie, 0%. Liechtenstein, 0%. Lituanie, 0%. Luxembourg, 0%. Macédonie du Nord, 0%. Moldavie, 0%. Monaco, 0%. Monténégro, 0%. Norvège, 2%. Pays-Bas, 0%. Pologne, 1%. Portugal, 0%. Roumanie, 1%. Royaume-Uni, 1%. Maintenant, regardez la Russie. La Russie, c'est tout ça, c'est toute cette couleur-là. Hein? Donc, je vous laisse cette couleur-là. Ça, c'est la Russie. Ça représente la Russie. La Russie représente, par exemple, carrément plus de 74%. Hein? Plus de 60%. Je vais simplement aller tirer la Russie. La Russie, 74% de la superficie européenne. La Russie. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Ah, mes frères et sœurs. La Russie, 74% de la superficie européenne. La Russie, à elle seule, hein, 74%.
Comprenez? Donc, euh, je vais essayer de réduire ici pour que je vous ramène le pie chart à une dimension où vous pouvez donc tout voir. Hein? Vous voyez? Donc, Claude est en train de rire, les amis. Ça dit que, vous voyez ça, chers amis, hein? La Russie, donc, je vais essayer de réduire encore, pour que vous puissiez tout voir sur l'écran. Ah, bon, donc, je représente ça quand même comme ça. Comment je vais faire? Je vais essayer d'agrandir. Ah, voilà, je vais essayer d'agrandir encore un tout petit peu. Voilà. Voilà ce que vous avez. Donc, vous voyez mes frères et sœurs, tout ça, hein, à partir du, vous voyez ce V là, V ici, V là, et toute cette partie d'en bas, ça c'est la Russie dans l'Europe. Tout ça c'est la Russie dans l'Europe. 74%. Vous comprenez ça, chers amis? 74%. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi le président Poutine n'a pas voulu parler avec les Européens. Vous voyez ça sur ce qui se passe en Russie et ce qui se passe avec, comment on appelle, l'Ukraine. Est-ce que vous voyez ça, chers amis, hein? Pourquoi la Russie ne veut pas parler avec Macron? Macron est allé là-bas pour faire la politique bilatérale. Il n'a pas voulu. Il est allé proposer un contrat sur l'Afrique, comme un peu Léopold II avait fait avec Bismarck en Allemagne. Léopold II a convoqué les Français et les Allemands de mettre à son côté pour protéger ses intérêts. Et donc, Léopold II, le roi des Belges, avait joué à la politique bilatérale avec la France et une politique bilatérale avec l'Allemagne. Bon, là, Macron est allé là-bas pour aller jouer la politique bilatérale. Il n'a pas voulu attendre le chancelier allemand. Il est allé là-bas pour mettre l'Afrique, puisque la Russie avait été aussi invitée à la conférence du Congo, ce que vous appelez la conférence du Berlin, du Congo avec K, hein, comme les Allemands l'écrivent. Donc il est allé là-bas pour négocier. Il a amené le contrat, les concessions, les accords de nos ancêtres pour dire que, voilà comme nous appelons les Maliens, les Tchadiens, tous ces pays francophones-là, ils doivent faire un effort de couper les contrats ancestraux. Parce que c'est ça que Macron est en train de bondir partout. Ce que les Français bondissent partout pour la protection. Vous voyez? Donc regardez le géant, la Russie, le géant européen, 74% de la superficie européenne. La France ne représente que 2%. Donc, Poutine ne peut pas parler avec Macron parce que Macron ne pèse pas là, hein, en face à ça. Voilà la raison. Voilà pourquoi Poutine a préféré négocier avec les Américains sur l'affaire de l'Ukraine. Comprenez? Voilà la grande raison. Maintenant, Macron, qui représente 2% de ceci, la Russie qui représente 74%, comme vous voyez ici, toute cette couleur-là, tout ça, c'est la Russie. La Russie. Hein? Comment va-t-il aller négocier sur l'Afrique? Qu'est-ce qu'il va donner à la Russie? Les ressources naturelles qu'il demande, Poutine en a, tout ce qu'il veut, lui, il va prendre. Ils ont quasiment ça en Russie. Le pétrole, le gaz, ils ont ça. Peut-être que là, la Russie veut maintenant de l'or, augmenter sa capacité d'or avec un contrat égal avec certains pays africains. Comprenez ça, cher ami? Donc, depuis 1880, hein, comme on a dit, depuis le 15 novembre 1884 jusqu'au 29 février 1885, date à laquelle ils avaient clôturé la conférence de Berlin, que Paris manipule l'Afrique, pille l'Afrique. Qu'est-ce qu'il va lui donner à Poutine? Poutine était là, Poutine connaît, les Russes ont été à la conférence de Berlin. Les Russes savent ce qui se passe. Comprenez ça, chers amis? Donc, Poutine ne cédera pas. Parce que si vous essayez de regarder l'attitude des Russes, c'est une attitude féroce. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Staline? Non, vous ne connaissez pas. On va vous le lire.
On va vous le lire l'histoire de Staline. On va essayer d'emmener ça là. On va essayer d'emmener ça. Vous voyez ça là, hein? Ça, c'est l'histoire de Staline. C'est l'attitude russe. Pourquoi Staline n'a-t-il pas sauvé son fils, retenu captif par les nazis? Est-ce que vous connaissez cette affaire? On tient à vous le présenter ici. On va rapidement vous le lire. Staline s'est comporté envers son premier-né comme à l'égard d'un simple soldat soviétique. En partant de la guerre, Yakov Djoukashvili, ça c'est son vrai nom, hein, Djoukashvili, Djoungachvili, voilà, ça c'est le vrai nom de Staline, hein. Djoungachvili n'a pas été envoyé en sûreté en quartier général, mais directement sur la ligne de front. Je vais vous le lire pour que vous puissiez comprendre l'attitude russe. L'attitude russe. Hein? J'ai honte devant mon père d'être resté en vie, a déclaré Yakov Djoungachvili, le fils de Joseph Staline, pendant un interrogatoire. Le leader soviétique, qui avait une vision extrêmement négative de la reddition et de la captivité des soldats de l'armée rouge par les nazis, a été confronté à l'une des situations les plus difficiles de sa vie. L'ennemi a fait prisonnier son propre enfant. Des relations difficiles. Je vais vous le lire pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se dessiner. Ce qui est en train de se dessiner. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. Je descends. Yakov était le fils de Staline, de sa première femme, Ekaterina. Ekaterina Slavanich. Comme sa mère est morte peu après l'accouchement et son père a passé tout son temps soit dans la lutte révolutionnaire, soit en exil, l'éducation de l'enfant a été confiée à une tante. En 1921, à l'âge de 14 ans, Yakov Djoungachvili, qui portait le véritable nom de sa famille, entre guillemets Staline, n'était qu'un pseudonyme. Hein? Staline, c'était un pseudonyme. Mais son vrai nom, c'était Djoungachvili. A quitté la Géorgie pour Moscou et alors vu son père pour la première fois. Les relations entre les deux, qui ne se connaissaient pratiquement pas, se sont avérées difficiles. On va vous le lire. On va vous le lire. Très important, mes frères et sœurs, pour comprendre l'état mental russe. Et que Pompidou doit comprendre que vous faites affaire à un caïd ici. Nous l'appelons Poutine. Staline était catégoriquement contre le premier mariage de Yakov, qui a provoqué un grave conflit entre le père et le fils. À cela s'est ajoutée la tragique personnelle de Yakov. Sa fille est morte en bas âge. En conséquence, il a tenté sans succès de se suicider, mais est resté en vie grâce aux seuls efforts des médecins du Kremlin. Le fils aîné du leader soviétique ne sait toutefois pas toujours trouver une opposition à son père. En tant qu'ingénieur turbinier, il est, sur insistance de Staline, sorti diplômé de l'Académie d'artillerie de l'armée rouge. En mai 1941, un mois avant l'assaut allemand contre l'URSS, le lieutenant senior Yakov Djoungachvili a été nommé commandant d'une batterie d'artillerie. On continue. Captivité. Je continue ici. Et là, vous voyez ces photos. Hein. On vous montre ces photos. Il est là. Hein. Il est là, le jeune, le fils aîné de Staline. Lorsque la guerre a commencé, le dirigeant soviétique n'a rien fait pour en protéger son fils. Ce dernier est allé au front comme un ordinaire commandant de l'armée rouge avec une simple adresse paternelle.
allez, va guérir, va guerroyer, allez, va guerroyer. Voilà. Donc, regardez l'attitude. Hein. Il n'a jamais donné les faveurs à son fils. Hein. Staline. Staline a envoyé son fils aîné, sur la ligne de front. Il n'a pas cherché à protéger son fils comme l'idiot de Sassou Denis Maturin, de Dahomey, Fomboshi, est en train de faire pour ses enfants des voleurs, comme la Pompidou fait pour les voleurs africains. Hein? Regardez l'attitude ici de Staline. Staline lui dit seulement, allez, va guerroyer. Va guerroyer. Voilà. Cependant, Yakov n'a pas eu à se battre bien loin. Déjà, depuis juillet 1941, une partie de sa 20e armée a été encerclée en Biélorussie. Et le 16 du mois, lors de sa tentative de percer vers les siens, Djugatsvili a été fait prisonnier. Djugatsvili, c'est le fils de Staline. Les Allemands ont vite compris qui était tombé entre leurs mains. L'identité de Yakov a été trahie par plusieurs de ses camarades. Les nazis ne comptaient pas organiser une exécution publique du fils de leur principal ennemi. Au contraire, il leur apparaît profitable d'attirer Djugatsvili à leur côté, de l'utiliser dans leur campagne de propagande, de montrer Staline Junior contre son père. Donc la stratégie allemande, c'était... bon, ils ont utilisé le fils, Djugatsvili, Yakov Djugatsvili, comme un trophée. Hein, ils l'ont présenté comme un trophée de propagande, le fils de Staline, et ils ont essayé de convaincre ce fils de le monter pour qu'il puisse jouer un rôle contradictoire, opposant donc son père, et même essayer d'emmener le support, enfin de baisser même le support populaire de Staline. Ça, c'était la stratégie nazie de Hitler. Comprenez? Bon, je continue. Bon, ça c'est simplement les lettres que vous voyez ici qu'il avait écrites en Russie. Bon, ça je ne vais pas lire, ça c'est lors de l'interrogatoire. Je continue donc, comme vous le voyez ici, lettre, ce qu'ils ont dit, lettre de Yakov à son père durant sa captivité. Cher père, bon je veux quand même le lire, hein, c'est très important. Pendant sa captivité, il avait quand même rédigé à son père, que nous appelons ici Staline, un homme fort. Je veux quand même le lire. Lettre de Yakov Djugatsvili à son père durant sa captivité. Cher père, je suis en captivité. Je suis en bonne santé. Bientôt, je serai envoyé dans l'un des camps d'officiers en Allemagne. On me traite bien. Je vous souhaite une bonne santé. Salut à tous. Iatch. Voilà, ça c'est ce qu'il disait à son papa. Bon, je continue, hein, je vais simplement essayer de monter. Hein. Et ça, c'est Macron Emmanuel doit connaître ça. Il s'est présenté à Poutine, il doit connaître ça. Yakov a ainsi été traité de la manière la plus correcte et polie au cours des interrogatoires. Lui ont été posées des questions non seulement sur les affaires militaires, mais aussi sur les opinions politiques. Il a été incité à débattre des méthodes de gouvernance de Staline, tandis que lui ont été soulignés les erreurs de son père et les défauts de l'idéologie bolchevique. La manipulation mentale du prisonnier de guerre n'a cependant donné aucun résultat. Djugatsvili a refusé de coopérer avec les Allemands sous quelque forme que ce soit. Vous voyez l'état mental d'un Russe. Et ça sera l'état mental du Congo. C'est mon état mental là, c'est l'état mental à moi. Comprenez? Donc, ils ont tout fait pour le persuader, pour le monter contre son père Staline, pour qu'il travaille pour eux, mais jamais il a pu obtempérer. Il est resté carré, direct dans sa décision. C'est comme un peu la Fédération Congo. On demeure carré parce que nous savons que nous sommes sur le droit chemin. Ce pays-là doit se construire. Nous sommes dans l'irréversibilité. Et ça, c'est l'attitude des véritables soldats qui ont aussi
en réalité, se sont engagés à l'honneur de servir leur nation et de ne jamais trahir devant le drapeau de leur pays. Mais regardez le pandemonium, tous trahissent des vendus pour de matière d'argent. On continue. Néanmoins, grâce aux efforts de la machine de propagande du Troisième Reich, la nouvelle de la capture du fils tout-puissant Staline est devenue bien connue en URSS, malgré le fait que Djoungaschvili ait spécifiquement souligné lors des interrogatoires qu'il avait été forcé à la captivité. Les Allemands ont ouvertement déclaré que sa reddition était entièrement volontaire. Au-dessus, Joseph lui-même a cru à cette version. Bon, vous comprenez, Joseph, c'est Joseph Staline. C'est-à-dire que les Allemands étaient tellement stratèges, hein, des véritables stratèges, dans leur machine de propagande, quand même qu'ils n'ont rien obtenu lors de l'interrogatoire de leur captif, que nous appelons ici Yakov Djoungaschvili, le fils de Joseph Staline. Les Allemands donc ont fait le montage, donc le complot, le mensonge, la manipulation, pour dire que non, il est venu témoigner de son propre gré, afin aussi de vouloir le mettre en porte-à-faux avec son père, comme un peu d'ailleurs que vous connaissez, ce que fait Ndengue François dans les montages au Kongakala, au Kemba Dominique Jean. On tortille les jeunes et puis on leur demande de faire des montages quand ils veulent vouloir les appréhender. Donc ils sont obligés de dire le faux, usage du faux, sous la torture pour accepter le dégât qu'ils ont causé. Vous comprenez? Alors qu'ils sont en réalité des innocents. Donc c'est ça que les Allemands ont essayé de faire ici. Bon, maintenant Staline, au départ, a pensé que le fils pouvait le trahir. Hein. Mais voilà, donc ce qu'il disait. Je continue donc de lire. Un soldat contre un maréchal. Donc ça, c'est éventuellement la tentative de son... Comme vous voyez ici la photo du jeune Yakov Djoungaschvili, le fils de Joseph Staline, est bien là. Les Allemands sont souriants. Vous voyez ici, ça c'est le fils qui est là. Hein, le fils qui est là. Et les Allemands sont très souriants. Ça c'est le fils qui est là. Hein. Regardez les Allemands, ils sont très souriants là, hein, de le montrer comme un trophée de guerre. Là. Vous comprenez ça? Bon, mais c'est un fils qui n'a jamais obtempéré avec l'ennemi. Bon, je continue hein, rapidement, je vais terminer ça. Grâce aux données du Kremlin sur les circonstances de la capture de son fils et les caractéristiques de son comportement en captivité, Staline a toutefois rapidement changé d'avis sur Yakov et ne l'a plus considéré comme un traître et un lâche. Parce que le Kremlin après a fait ses analyses, ils se sont rendus compte que le fils n'avait jamais trahi, hein, et Joseph Staline est resté fidèle à son fils parce qu'il savait que son fils n'avait jamais trahi, il savait que c'était les Allemands faisaient, c'était simplement une propagande. Plusieurs missions de sauvetage ont été organisées pour sauver Djoungaschvili, hein. Les opérations ont même impliqué des communistes espagnols forcés après leur défaite dans la guerre civile de fuir l'Espagne pour l'Union soviétique et qui avaient une expérience précieuse de la subversion et de la guérilla. Cependant, toutes les tentatives de libération de Yakov ont échoué. Hein, ont échoué. Je continue. Donc ils ont quand même tenté de le sauver, mais ça n'avait pas marché. Bon. Après la bataille de Stalingrad, les Allemands, par l'intermédiaire du diplôme suédois Fox Bernadotte et de la Croix-Rouge, ont approché Staline avec une proposition d'échange de son fils contre le maréchal Friedrich Polaris et plusieurs dizaines d'officiers de haut rang de la 6e armée. Qui se trouvaient en captivité en Union soviétique. Hitler avait en effet fait la promesse au peuple allemand de ramener les généraux à la maison. On ne peut aujourd'hui que supposer ce que Staline a
alors pensé de cet échange? Comme il était convenu de dire dans l'URSS d'après-guerre, les dirigeants soviétiques ont répondu froidement à la proposition des nazis. Je n'échange pas un soldat contre un maréchal. Comprenez ça? Vous voyez l'état mental. Le soldat, c'est son fils. Et il refuse de céder, donc d'échanger son fils, qui est le soldat russe, le soldat de l'armée russe, à un général. Donc il dit non, l'offre proposée est trop basse, on peut le dire. Hein? Il n'y a pas de valeur. On ne peut pas échanger un soldat contre un maréchal. Ça, c'est ce que Joseph Staline a dit. Il n'a ni cependant aucune preuve documentaire que cette phrase a véritablement été prononcée. Bon, ça c'est l'état mental, mais il avait dit, c'est sûr. Comme la fille du leader, Svetlana Aliyeva, on a témoigné un peu plus tard, durant l'hiver 1943-1944, Staline, inquiet et irrité, a mentionné un jour cet échange irréaliste. Les Allemands ont proposé d'échanger Aïtchat, donc diminutif de Aïkov, contre l'un des leurs. Voilà que je vais commencer à négocier avec eux, non à la guerre comme à la guerre. Hein? C'est comme on a dit, comme le frère de Gim Kaï qui vous dit, ça sort comme ça sort, à la guerre comme à la guerre. On nous a imposé la guerre par les Mochis, par les Nordistes, par la France. Nous devons adopter une attitude d'un soldat. C'est-à-dire qu'on ne va pas obtempérer avec l'ennemi. Il faut aller à un combat à la fin. Sinon, c'est notre survie qui est mise en péril, à la guerre comme à la guerre. De son côté, le maréchal Zhukov a écrit dans ses souvenirs et réflexions qu'un jour, au cours d'une promenade, il a interrogé Staline sur son fils aîné. Celui-ci, pensivement, a alors confié: Aïkov ne sortira pas de captivité. Les fascistes vont la battre. Silencieux, il ajouta: non, Aïkov préférera toute mort à la trahison contre sa patrie. Donc il avait confiance à son fils, il savait que son fils n'allait jamais trahir sa patrie, l'Union soviétique, que nous appelons l'URSS. En effet, Djoukachvili a continué à faire preuve d'inflexibilité, et la bonne attitude initiale des Allemands à son égard est rapidement devenue extrêmement cruelle. En conséquence, n'ayant pu l'utiliser à des fins de propagande ou d'échange, ils ont perdu tout intérêt pour lui. Le 14 avril 1943, Aïkov s'est jeté sur les barbelés du camp de concentration de Sachsenhausen. Ah, ça c'est des noms compliqués à prononcer. Sur le camp de concentration de Sachsenhausen, hein, et a été immédiatement abattu par une sentinelle. On ignore encore s'il voulait se donner la mort, s'enfuir, ou si les Allemands eux-mêmes ont organisé sa fin tragique. Dans cet article, dans un autre article, nous vous dévoilons des photos de Staline. Voilà, donc voilà un peu l'histoire russe. Hein. Joseph Staline avait livré son fils. Hein, elle n'a pas voulu, enfin, son fils a été pris captif. L'attitude, c'est qu'il a refusé d'échanger son fils contre les officiers allemands qui avaient été aussi capturés par les Russes. Il a préféré donc refuser la négociation. Son fils est un soldat, n'a pas bénéficié de la protection. Donc, Staline, c'est les pratiques de Staline qui ont l'idée au KGB. Vladimir Poutine, c'est un ancien du KGB. Donc, par rapport aussi à cette charte que nous venons de vous montrer, hein, la charte que nous sommes en train de vous montrer, la grande puissance de la Russie sur cette charte, la Russie représente 74% de la superficie d'Europe, donc un géant en Europe. Vous comprenez, la France ne représente que 2%.
Vladimir Poutine ne pouvait donc se permettre de négocier avec Macron, un Macron qui a mené donc, qui a voulu aller dans une coopération bilatérale en amenant les concessions africaines, donc ces anciennes colonies que cette France continue de tenir. Euh, Cette France est le goulot d'étranglement de tous ces pays avec le franc CFA, les bases militaires, le pillage des ressources naturelles qui encourage les crimes de guerre, de génocide, les crimes économiques. Comprenez la misère de peuple. Comme nous l'avons dit, allez-y voir la vidéo que nous venons de faire sur la première charte. Vous pouvez encore aller voir ce que la France est en train de faire sur cette charte. C'est très clair que voilà pourquoi le géant russe a préféré une négociation directement avec l'Amérique. Parce que vous devez le savoir que si les Alliés ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'il y a eu l'intervention de la Russie. Vous voyez cette Russie que vous voyez, ce géant-là. La Russie a intervenu. N'eût été l'intervention de la Russie, les Alliés n'allaient pas gagner cette guerre, cette Deuxième Guerre mondiale. Et puis vous devez aussi savoir que l'Afrique a joué un rôle capital dans la Deuxième Guerre mondiale et surtout dans le contexte de la libération de la France. Et que cette France a utilisé les mêmes techniques que les nazis avaient imposées à la France, avec les francs, les gens comme les De Gaulle aujourd'hui, les Macron, des minables personnes qui veulent maintenir le goulot de tremblement sur la tête de l'Afrique avec les francs CFA, qui est un vol simplement. Et ça, nous allons voir ça dans la troisième partie certainement ce soir, où vous allez voir comment ils sont en train de malmener les pays africains. Donc c'est très clair que la Russie, avec cette représentation que nous venons de vous faire ici, hein, je vais encore essayer d'augmenter pour que vous puissiez voir dans cette charte ici la grandeur de la Russie. Comme vous le voyez, ça c'est simplement les superficies que nous avons présentées à gauche ici. Vous avez chaque pays européen et sa superficie à côté. Donc et puis nous avons fait donc la somme de cette superficie, de tous ces pays européens. Ça nous ramenait quasiment à 23 666 266 km². Et cette somme-là, c'est ça qui représente ce grand cercle que vous voyez ici à ma droite. Hein, ce grand cercle que vous voyez ici à ma droite, c'est cette cercle. Et donc, par rapport à ça, nous sommes en train de regarder que représente chaque pays par rapport à ce grand cercle. Donc nous avons simplement pris la superficie de chaque pays, nous avons divisé par la somme de toutes les superficies de tous les pays et nous avons multiplié par 100 et c'est ça qui va vous donner cette charte que nous appelons pie chart que vous avez ici. Donc quand vous êtes en train de voir par rapport à la superficie, vous voyez que chaque pays européen, je vais essayer d'augmenter comme nous venons de dire dans la première partie pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez donc le pourcentage de chaque pays européen dans cette pizza, hein, on peut l'appeler comme ça, cette pizza, vous voyez, ici je vais essayer simplement d'augmenter pour que vous puissiez essayer de bien voir que représente chaque pays européen, comme nous venons de voir. On va essayer simplement de vous ramener ça, voilà, question de bien zoomer pour que vous puissiez voir ce que ça représente. Donc vous voyez le pourcentage, les 0% signifie quoi? Ça veut dire que la superficie par exemple de la Serbie, vous divisez sur la superficie totale de l'ensemble de tous les pays multiplié par 100, c'est 0,0 et quelques. Hein? Donc, on a essayé d'arrondir à deux chiffres, donc ça ramène ça quasiment à 0. Voilà pourquoi vous voyez que c'est écrit 0, mais sinon c'est 0,0 et quelques. Hein? C'est infiniment petit, comme on dit. C'est tellement infiniment petit en mathématiques, on le ramène au nombre approximatif. Donc, le nombre approximatif ici, c'est 0, comme vous êtes en train de voir. La Slovénie, rapidement, pour ceux qui viennent de se connecter, vous voyez la Slovénie, 0%. Mais c'est pas 0%, 0,00 et quelques. On le ramène simplement à 0 pour faciliter la représentation sur le pie chart. La Suède 2%, Suisse 0%, Tchéquie 0%, Ukraine 3%, Albanie 0%, Allemagne 2%, Autriche 0%, Belgique 0%, Biélorussie 1%, Bulgarie 0%, Bosnie-Herzégovine 0%, Croatie 0%, Danemark 0%. On va donc aller un peu plus vite. Espagne 2%, Estonie 0%. C'est des petits pays. C'est là où vous voyez que tous ces pays que l'OTAN a carrément occupé, hein, si vous voyez la carte. La France, vous voyez la France ici. C'est seulement 2% hein, de cette part de pizza. Hein, la France 2%. Et vous voyez la Grèce 1%, Hongrie 0%,
Irlande 0%, Islande 0%, Italie 1%, Kosovo 0%. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour terminer ça parce qu'après j'ai beaucoup de choses à faire. Lettonie 0%, Liechtenstein 0%, Lituanie 0%, Luxembourg 0%, Macédonie du Nord 0%, Moldavie 0%, Monaco 0%, Monténégro 0%, Norvège 2%, Pays-Bas 0%, Pologne 1%, Portugal 0%, Roumanie 1%, Royaume-Uni 1%. Et regardez la grosse part, toute cette zone-là, je vais essayer de diminuer toute cette zone. Voilà, là vous avez le grand monstre russe que vous voyez ici, qui représente 74%. Je vais rapidement essayer de remonter 74% rapidement. Je vais faire ça pour que vous puissiez voir ce que représente la superficie du monstre russe dans, voilà, 74% comme vous le voyez. La Russie c'est 74%. Et c'est ce qui fait que la Russie ne peut pas éventuellement négocier avec Macron, c'est clair. C'est un big, comme on dit, c'est très grand. La Russie, donc, ne peut que négocier avec un monstre qui aussi est les États-Unis pour se mettre sur la même longueur d'onde. Vous voyez donc le type, la mentalité russe, c'est ce que nous venons de montrer, l'histoire de Joseph Staline, et éventuellement avec son fils pris en captivité par les Allemands Hitler, et Macron qui est allé, qui a voulu emmener donc l'échange de l'Afrique sur la table de Poutine. Et donc je suis sûr que Poutine leur a dit on ne peut pas changer un soldat à un général. Je suis sûr que Poutine leur a dit ça. On ne peut pas changer un soldat à un général. Et le général ici c'est l'Afrique. Donc, en ce qui concerne le Mali, donc le Mali, ça c'est ce que Poutine leur a dit. On ne peut pas changer un soldat à un maréchal quand même. Ça c'est s'amuser avec la galerie, c'est clair. Donc, Poutine a dit clairement à Paris, non, l'entente bilatérale, ça ne peut pas fonctionner. Paris, c'est un soldat. L'Afrique, c'est le maréchal. Donc, l'échange ne peut pas avoir lieu. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et je vais terminer même par ça. Là, je dis à Ouattara. Ouattara qui est venu s'attaquer à la Russie, parler pauvre Russie, avec les petites armes, les armes fatiguées qu'il donne au Mali. Est-ce que Ouattara essaie de regarder ça? 74% de cette grandeur. Vous voyez, l'Europe, les autres pays européens, c'est seulement cette partie colorée ici, là, cette partie colorée là que vous voyez. Ça, c'est l'Europe. Ça, c'est les autres pays européens. Mais toute cette grande partie là, en uniforme là, ça, c'est la Russie. Et est-ce qu'il voit que l'Europe dont il a cité, la Russie là, a refusé de négocier avec tous ces pays là, mais négocier avec les États-Unis? Est-ce que Ouattara comprend donc cette grande Russie là peut aussi faire de la même façon que la France l'a mis au pouvoir en Côte d'Ivoire, cette grande Russie là peut le défaire là-bas? Est-ce qu'il peut savoir que cette Russie là est capable de mettre un projectile supersonique pour bousiller son aéronef? Comprenez? Donc, faisons attention à ce que nous sommes en train de dire. Ouattara, ce qu'il fait, c'est très dangereux. Malheureusement pour Ouattara, la Russie a dit à Macron, à son chef Macron, qu'on ne peut pas échanger un soldat à un maréchal. Donc, on ne peut pas échanger les intérêts de la France contre le géant Afrique, que d'ailleurs, qu'on vous a présenté dans la charte précédente. Et je vais essayer de bouger ça, je ne sais pas si vous aurez donc l'amabilité de le voir. Voilà, donc ça c'est la charte que nous avons expliquée dans le live précédent. Et nous avons dans cette charte, nous avons simplement pris quelques pays africains, les pays qui font partie de la francophonie. Et dans cette charte, nous avons présenté, encore comme nous avons fait dans l'Europe, fait la présentation, le pourcentage de la superficie de chaque pays dans la grande charte. Et vous voyez que la France ne représente que 4%
par rapport à la grandeur de tous ces pays-là. Et cette France est nuisible. Donc, cette France est allée donc voir Poutine. La France qui représente 4% de superficie dans les pays francophones. Et cette France qui représente 2% dans le Grand Europe est allée donc voir le 74% qui est la Russie au sein de l'Europe pour proposer à la Russie éventuellement de marchander, le Grand Afrique, ici, vous comprenez ça, chose, de marchander le Grand Afrique ici, dont cette France qui représente un soldat par rapport à ce Grand Afrique francophone qu'on appelle ici le général ou le maréchal. Vous voyez, chers amis, ça ne peut pas aller, ça ne marche pas. Bon, mes frères et sœurs, c'était important pour nous de faire ce direct. Ce soir, nous allons vous présenter la dimension spirituelle de pourquoi les femmes Congo ne doivent pas s'associer aux Moshi, faire des enfants, le métissage avec les Moshi, parce que c'est hors la loi biblique. On n'est pas les mêmes peuples, c'est clair, et les nordistes, on n'est pas les mêmes peuples, même du point de vue de Dieu. Maintenant que nous vivons les derniers moments, Dieu est en train de rassembler son peuple, les Congos, qui est le peuple de Dieu. Il est question pour nos sœurs de se repentir. Et la repentance, et les Moshi avaient compris ça, les nordistes avaient compris ça, la France avait compris ça. Voilà pourquoi ils ont donné l'autorisation à Sassou de laisser la marque de la bête. Donc on scindait les femmes Congo pour essayer de suyer la descendance. Comprenez ça, chers amis? C'était un calcul, mais on va vous le montrer du point de vue biblique, qu'est-ce que ça signifie. Très important. Allez, merci d'avoir suivi le live. On se retrouve ce soir. À la prochaine. Au revoir.